La souveraineté française à l'épreuve du néoconservatisme depuis les 60s, des 60s à nos jours. En effet, la France s'inscrit sur l'échiquier mondial dans un rapport de puissant, dans un rapport d'alliance à plus puissant que soi, car la France fait partie certes des puissances économiques les plus importantes, mais n'est pas dotée d'une influence, d'un soft power des plus grands. C'est-à-dire qu'en comparant l'influence de la France avec celle des États-Unis, celle de la Russie, celle de la Chine ou encore d'autres puissances, on se rend vite compte que la France, malheureusement, doit s'aligner sur des décisions, sur des volontés étrangères et qui, nous allons le voir avec le néoconservatisme, s'avère être, pour le malheur des peuples et allant à l'encontre de l'idéologie d'après-guerre pacifiste, qui bien sûr historiquement n'a aucune réalité, historiquement n'a aucune efficacité, doit s'aligner sur des politiques belliqueuses. Et le néoconservatisme est cette idéologie, donc issue de la gauche réactionnaire, s'opposant au libéralisme, s'opposant au wilsonisme et se revendiquant du jeffersonisme ainsi que du jacksonisme. Alors toutes ces idéologies renvoient à des présidents, donc le président Wilson qui était connu comme étant un homme optant pour la paix, pour le pacifisme, pour un certain pacifisme. Le contraire de Jackson et le contraire donc d'Andrew Jackson et de Thomas Jefferson qui eux préconisaient une politique étrangère un peu plus solide, un peu plus vindicative. Donc le fait est que, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la volonté de paix, la volonté de ne plus jamais laisser reproduire un Auschwitz, c'est d'ailleurs l'une des phrases phares des néoconservateurs, à savoir, donc en passant par Irving Kristol et son fils William Kristol et Norman Podhoretz, en ce qui concerne les deux auteurs les plus influents du courant, qui ont été publiés par l'American Jewish Committee pour la première fois donc dans les années 60 et qui, au tournant des années 70, s'alignent sur une politique de l'anti-empire du mal. Donc ces gens-là qui pullulent à gauche, au sein de la gauche américaine classique, se sont vus pénétrer petit à petit le spectre de droite afin de donner un nouveau souffle à l'impérialisme américain, puisque le néoconservatisme n'est rien d'autre qu'une idéologie impérialiste, à savoir que Henry Kissinger, lui, prône un impérialisme diplomatique, un impérialisme soutenant certaines dictatures et mettant en place certaines dictatures par le biais de coups d'État. Il faut savoir que, de manière claire et précise, les néocons ont pour objectif principal donc la suprématie américaine, états-unienne à l'international, et par ce biais de ne tolérer aucune dictature, de ne tolérer aucun régime dictatorial. Ce qui est intéressant justement au sein de cette idéologie, c'est de voir que sur le plan philosophique, ces derniers se sont inspirés de penseurs tels John Locke, dont ils sont critiques vis-à-vis de l'influence que ce dernier et le libéralisme dont il était porteur ont pu avoir sur la constitution américaine, Moïse Maïmonide et d'autres penseurs encore, et notamment se basant sur les travaux de l'historien Léo Strauss. Donc des individus qui pour beaucoup s'affilient à un certain communautarisme, à une certaine ethnicité, à une certaine religiosité relevant du judaïsme, de la judaïcité. Donc ces personnes-là, clairement, pour faire court, le néoconservatisme est la fusion entre l'atlantisme et le sionisme. Donc l'alignement sur la politique étrangère américaine et la promotion de celle-ci et bien sûr la sécurité nécessaire d'Israël. Donc pour eux, il est obligatoire que tous les États considérés comme voyous, dictatoriaux
entourant Israël soit pacifiée par le moyen de la guerre s'il le faut, comme on l'a vu sous George W. Bush, qui a si bien illustré et qui a amené le néoconservatisme à son summum, qui l'a mené au pinacle de son développement, même si Norman Podhoretz s'exprimera lors d'un entretien de 2008, afin de rejeter le caractère néoconservateur de Dick Cheney et de George Bush, qu'il considère comme étant des conservateurs en tant que tels et non des néoconservateurs. Donc dans néo, il y a nouveau et conservateur, donc conservatisme. De quel conservatisme parle-t-on? Nous ne parlons pas ici de conservatisme qui pourrait être placé à droite, mais d'un conservatisme partant de la gauche, justement, donc un certain souverainisme, puis glissant doucement vers le spectre droitier. Donc, ce qui est intéressant avec ces individus, avec ces penseurs, avec ces idéologues, c'est qu'ils sont à la tête aux États-Unis, sans complotisme aucun, ceci ne relève que de la factualité, sont à la tête de think tanks, de laboratoires d'idées et autres organisations politiques telles que le PNAC, le Project for a New American Century, l'American Jewish Committee qui existe depuis 1900 et qui a pour but principal la défense des droits des Juifs. Nous avons également la JINSA, donc le Jewish Institute for National Security of America, donc l'Institut juif pour la sécurité nationale de l'Amérique. Et encore une fois, ici, ce ne sont pas des personnes qui se revendiquent d'une religiosité, mais qui se revendiquent d'un héritage politique, philosophique, judéo-identitaire. C'est-à-dire qu'en soi, quand l'on s'intéresse justement à Léo Strauss et à ses théories concernant la philosophie juive et l'histoire juive, on se rend compte bien que des théoriciens phares de cette idéologie sont empreints comme Robert Kagan par exemple, sont empreints, donc le père de l'unilatéralisme américain, sont empreints de philosophie juive ayant pour but la défense, donc employée dans le contexte de la défense et de l'élévation du modèle américain dans le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les néoconservateurs sont des pro-israéliens. Et le général de Gaulle disait que le peuple d'Israël est un peuple fier, un peuple d'investisseurs ou de bâtisseurs, mais qui doivent faire preuve d'une certaine humilité, puisque lorsqu'ils composent la minorité d'un pays, ceux-ci ne doivent pas s'imposer à la majorité. Le fait est que les néoconservateurs ont un projet clair qui est celui de l'élévation, donc de l'image, de la sanctification de l'image des États-Unis dans le monde. Et ce que nous pouvons voir, c'est que effectivement, toutes les guerres, tous les conflits, tous les terrains, tous les théâtres conflictuels, tous les territoires sur lesquels les États-Unis se sont engagés et s'engagent, constituent en réalité une ceinture de sécurité autour d'Israël, autour de l'État d'Israël. Donc, ce que l'on peut, à titre d'exemple, on peut citer une citation. Donc, on peut prendre la citation de Norman Podhoretz, qui, ce n'est pas un russe, qui décrit bien et définit bien le néoconservatisme, étant donné que c'est lui qui est l'un des plus grands penseurs du mouvement et qui a amené à ce que les rapports avec l'URSS, les rapports avec l'empire du mal, notamment via la doctrine Reagan, puissent être endurcis. Donc, on a comme objectif l'ultra-militarisation, enfin comme moyen plutôt, l'ultra-militarisation des États-Unis, un impérialisme des plus francs et une absence de connivence, une absence de tolérance, d'indulgence et de... comment définir cela, de complaisance envers les dictatures. Nous avons par exemple, concernant le rapport avec Israël, ce
au responsable néoconservateur qui est Richard Perle. Richard Perle qui a été un des plus importants conseillers de Benjamin Netanyahou, donc Premier ministre israélien. Alors la citation de M. Podoretz, cet écrivain, journaliste et commentateur politique. De Norman Podoretz, excusez-moi. Donc Norman Podoretz, père fondateur du mouvement, définit le néoconservatisme comme suit. Le néoconservatisme se définit par son préfixe néo pour nouveau, comme nous l'avions dit. Nous étions un groupe relativement petit d'intellectuels affiliés à la gauche qui, à la fin des années 60, a rejoint les rangs conservateurs parce qu'il s'est révolté contre le pourrissement des idées progressistes. Nous avons reconsidéré nos idéaux et avons décidé de nous ancrer quelque part entre le centre et la droite. Pourquoi néo? Parce que nous représentions la nouveauté pour les conservateurs et parce que nous leur avons apporté de nouvelles idées. L'essence de notre pensée affirmait que l'Amérique incarnait une puissance de bien dans le monde et qu'elle n'était pas responsable de l'anti-américanisme. Cette haine irrationnelle de notre pays inspirait à l'étranger. Donc voilà, entre autres, la citation n'est pas terminée, mais lors de cet entretien de 2008, Norman Podoretz nous explique clairement que l'anti-américanisme soviétique, que l'anti-américanisme par la suite islamiste, sont deux cibles, ainsi que cette posture anti-américaine, anti-états-unienne venant de qui que ce soit, sont des objectifs, sont des cibles à abattre pour les néoconservateurs. Et d'ailleurs, ça, il s'inspire en grande partie, en ce qui concerne la lutte contre toute velléité anti-américaine, il s'inspire entre autres de Tocqueville. Donc le philosophe Tocqueville, qui, pour lui, ce démocratisme et cette passion de l'égalité, c'est son expression propre, sont des freins à l'avancée du modèle, à l'exportation du modèle américain. Donc, selon Norman Podoretz, la haine anti-américaine est illégitime et irrationnelle. Il va plutôt dire irrationnelle, sans dire illégitime. Dans le sens où ce dernier conseille à ses pairs d'agir. Donc M. Podoretz se situe quelque part entre la métapolitique et le soft power régalien. Conseille donc ses pairs, les incite à agir de manière directe par tous les moyens nécessaires. Donc cette haine irrationnelle que notre pays inspirait à l'étranger. Nous défendions les États-Unis contre les critiques émises à gauche, donc le libéralisme, et également relativisme culturel. Parce que ce qu'il faut savoir, ce qui est très important chez les néoconservateurs, et ça a un impact direct sur la souveraineté française et celle de tous ses alliés, même la Turquie, à savoir le fait que les États-Unis ne peuvent être considérés comme mauvais. C'est-à-dire que les États-Unis ne peuvent être ne serait-ce que critiqués. Et on retrouve cette attitude également au sein des milieux israéliens, que ce soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, mais beaucoup plus à l'extrême droite, où toute critique de l'État d'Israël équivaut en réalité à une critique du judaïsme, non pas seulement politique, mais religieux en tant que tel, et au nourrissement d'un discours amalgamant une certaine communauté, donc la communauté juive. Donc toute critique, les critiques émises à gauche, voilà, et le relativisme culturel, là où je voulais en venir, consiste justement à établir établir la considération qu'il n'y a pas de nécessité à ce qu'une civilisation s'élève au-dessus d'une autre. Il n'y a pas de principes moraux supérieurs à d'autres. Et c'est intéressant puisque justement l'absolutisme américain, non pas au sens britannique, lui établit au sein du néoconservatisme la volonté de supplanter
tout relativisme culturel par le biais de l'universalisme. Comme dirait l'un des conservateurs les plus importants de France, qui faisait partie du gouvernement Sarkozy, qui a été épinglé récemment par rapport au dossier libyen. Celui qui disait que la France, que les civilisations ne se valent pas, ce dernier, lui, a hérité de ce discours-là. Donc a hérité de ce discours universaliste au sens premier, au sens primaire, à savoir qui fait fi en réalité de toute différence. Puisque l'universalisme, historiquement, c'est cela en premier lieu. Et là où c'est intéressant, c'est que les néoconservateurs, notamment Christol, rejettent l'universalisme des Lumières. Donc cet universalisme qui, lui, se base sur cette relativité culturelle, sur ce tâtonnement éthique, est mis de côté. On fait table rase, comme chez John Locke, tabula rasa. Et donc c'est un concept philosophique qu'il a développé, dont les néoconservateurs ont justement hérité. Et on le voit aujourd'hui au Moyen-Orient, on le voit dans tous les conflits que la France malheureusement va suivre, dans lesquels la France va s'engager, et qui causeront la perte de vitesse à l'international et l'affaiblissement national. Donc cette haine irrationnelle. Donc nous défendions les États-Unis contre les critiques émises à gauche et nous soutenions un rôle actif de notre puissance sur les affaires du monde, donc les fameux gendarmes du monde, afin de répandre la liberté et la démocratie partout où cela était possible. Voyez-vous, nombre de gens qui ont été appelés néoconservateurs n'ont rien du tout en commun avec nous. Bush, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, Bush, Cheney, Rumsfeld étaient conservateurs et le sont restés toute leur vie. De même, la seconde génération, Bill Kristol, mon fils John Podhoretz, David Brooks, David Frum, n'ont jamais appartenu à la gauche avant de passer à droite. Ils sont restés dans le même camp toute leur vie. Aussi ne répondent-ils pas à la définition stricto sensu de néoconservateur. Donc, propos recueillis dans un entretien datant de 2008. Alors, on a ici le topo, un résumé parfait, même si on va s'intéresser plus précisément aux inspirations et aux divers auteurs du néoconservatisme. On a ici un résumé, et on en avait déjà parlé la dernière fois. On a ici un résumé justement des objectifs, plutôt des motivations de cette idéologie. Donc à la base, au fondement de cette idéologie. Donc en termes de politique intérieure, qui est secondaire chez les néoconservateurs, puisque c'est une idéologie qui se concentre sur la politique étrangère. En termes de politique intérieure, les néoconservateurs défendent un certain libéralisme économique, mais s'opposent aux libertariens et s'opposent aux libéraux qui, depuis le krach boursier, depuis le New Deal s'ensuivant, depuis le New Deal de Roosevelt, n'ont pas réussi à se placer sur l'échiquier politique et à renverser la donne. C'est-à-dire que le New Deal de Roosevelt consiste à pousser l'économie à se relancer, via notamment par le biais des emplois, des emplettes, et à soutenir donc une politique de relance. Tandis que les libéraux et libertariens sont ceux qui, entre autres, ont amené à la crise, au krach boursier de 29. Donc les néoconservateurs n'étant pas défavorables au New Deal, mais étant critiques des postures classiques libérales, s'inscrivent ici dans une attitude de contre, dans une attitude de révolution, et de ce qu'on pourrait dire tout simplement de réaction. Donc en termes de politique intérieure, ce qu'on peut dire philosophiquement, en termes de philosophie politique,
c'est que, donc très cher à John Locke encore une fois, c'est qu'ils s'inscrivent dans une refonte du socialisme qu'ils rejettent en ce qui concerne le communisme, en ce qui concerne le marxisme, et ils sont entre donc ce socialisme-là reformulé ou reconstruit et la postmodernité, puisque la modernité est ce qui a poussé les anciens empires européens à s'ouvrir, et même les empires asiatiques, l'empire islamique, le dernier empire islamique, l'empire ottoman, à s'ouvrir au phénomène de mondialisation. Non pas à forcément adhérer à l'idéologie mondialiste, mais la mondialisation, on l'a vu avec l'ouverture du Japon à l'ère Meiji, même si le Japon est resté un empire jusqu'en 1945, l'empire Showa, le dernier en date, il est important de rappeler que justement tous ces anciens empires qui se sont effondrés progressivement, notamment l'empire russe également, pour en arriver au modèle démocratique, les néoconservateurs, eux, ce qui est intéressant, c'est que dans ce contexte-là démocratique anti-impérial, s'imposent comme justement des impérialistes démocrates. C'est très très intéressant d'un point de vue historique. Donc en termes de politique extérieure, les buts du néoconservatisme sont clairs. Les principes, premièrement, sont au nombre de 5, clarté morale et hégémonie bienveillante. Donc on le voit, les États-Unis, depuis qu'ils sont téléguidés par cette idéologie, par ces idéologues, mènent une politique propagandiste des plus... le principe de la propagande, c'est bien sûr de vendre une belle image de soi, mais là, tout est misé sur la communication, sur l'image. L'Amérique ne peut être critiquée, l'Amérique est intouchable, et l'Amérique est surtout, malgré son hégémonie, malgré sa domination, bienveillante. L'Amérique est bienveillante, les États-Unis sont bienveillants. Second point, ils ont pour principe et se donnent pour mission d'empêcher l'émergence d'une puissance rivale. Et on l'a vu au cours des années, au cours de la guerre froide, et notamment sous le mandat de Ronald Reagan, on a pu voir une politique agressive, on a pu voir une politique assez violente, frontale, vis-à-vis de l'empire du mal, de ce que le président Ronald Reagan a désigné comme étant l'empire du mal, à savoir l'URSS. Cette notion d'empire du mal qui sera reprise ensuite par George W. Bush en 2003, à partir de 2001 en réalité, pour discréditer tout potentiel adversaire des États-Unis. Donc le jeu politique américain consiste, sous l'égide des néoconservateurs, à désigner, à distribuer des cartes, des bons points et des mauvais points. Et c'est en cela que les critiques, que les opposants au néoconservatisme, c'est sur cela qu'ils appuient, c'est en cela qu'ils désignent l'idéologie en question comme étant manichéenne. Puisque, clairement, les néoconservateurs considèrent que, donc on a déjà beaucoup entendu pour les trentenaires dont je fais partie actuellement, je viens d'entrer dans ma 30e année, nous avons beaucoup entendu à la télévision quand nous étions jeunes, l'axe du bien, l'axe du mal. Et bien, ce sont des principes néoconservateurs. L'axe du bien, l'axe du mal, ce sont tout simplement des visions dualistes, manichéennes, que les néoconservateurs ont pu imposer, pas seulement aux États-Unis, mais au monde entier. Et ce qui est intéressant, c'est que cela s'oppose, donc comme nous l'avons dit tout à l'heure, à Henry Kissinger, qui lui soutient la paix par l'équilibre des puissances. Les néoconservateurs, eux, considèrent, et c'est pour ça qu'ils rejoindront Ronald Reagan, et que Reagan sera influencé par ces derniers, et passant du Parti démocrate, il finira au Parti républicain, ont poussé justement ce dernier à s'engager plus fortement, plus violemment à l'international.
Et ces principes-là que l'on évoque, on les retrouve dans un projet, dans un manifeste qui a été publié par le Project for the New American Century, donc le PNAC, ce think tank basé sur la politique étrangère, donc dont la réflexion est basée sur la politique étrangère, et qui donc compte les points que nous sommes en train d'évoquer. Donc troisième point, fin de la complaisance envers les dictatures, que nous avons également évoqué précédemment. Refus du déclin de la puissance américaine parce qu'elle est la première puissance démocratique au monde. En fait, tout ce que j'avais présenté précédemment, on le retrouve ici dans ce manifeste de 96. Donc on voit l'évolution tardive, la mise en place tardivement de ces principes, même si dans les années 80 déjà, avec la doctrine Reagan, il y a déjà ces concepts qui sont mis en application. Et là où la doctrine Reagan est intéressante vis-à-vis de la doctrine wilsonienne de Bush, c'est que Bush, contrairement à Reagan, a été entre guillemets excommunié du néoconservatisme, puisque Norman Podhoretz lui-même dit clairement que Bush n'était pas en soi un néoconservateur, mais n'était qu'un conservateur. Donc avant de citer une liste non exhaustive, bien sûr, de personnalités néoconservatrices, continuons sur les principes en termes de politique étrangère du néoconservatisme. Donc, ce que l'on peut voir aussi dans ce manifeste de 96 est la revalorisation de l'outil militaire, donc l'ultramilitarisation, le militarisme américain, qui doit s'imposer comme unique puissance et qui doit être défendue comme la seule superpuissance internationale. Et c'est ce que Richard Perle, justement l'ancien conseiller de Netanyahou, qui par la gauche américaine ainsi que par la droite classique, a été vivement critiqué quant à sa grande proximité avec Israël, aux dépens de sa propre nation, les États-Unis. Donc Richard Perle, lui, défend bec et ongle le caractère de superpuissance, d'unique superpuissance mondiale que constituent les États-Unis d'Amérique. Ouais, c'est bon. Donc ça c'est en ce qui concerne les principes. Donc revalorisation de l'outil militaire pour répondre aux agressions. Et l'impuissance qui justement est une chose que les néoconservateurs haïssent au plus haut point. Cette impuissance-là, malgré leur référentiel philosophique qu'est Emmanuel Kant, donc les néoconservateurs rejettent l'impuissance existant chez Emmanuel Kant quant aux décisions politiques et préfèrent s'inspirer de Moïse Maïmonide et de Saint Augustin qui, eux, vont mener donc les néoconservateurs à s'opposer frontalement à l'ONU. Ce qu'il faut savoir, c'est que le président Wilson, dont s'inspire Bush, et c'est pour cela que Norman Podhoretz se dira qu'il n'était pas néoconservateur mais seulement conservateur, le président Wilson, lui, avait fondé la société, enfin, avait inspiré la fondation de la Société des Nations, donc la SDN, l'ancêtre de l'ONU, auquel les néoconservateurs s'opposent, eux, frontalement. Et donc je vous parlais des critiques du néoconservatisme. Nous avons Jonathan Clark qui en 2009 sur la chaîne BBC publie un documentaire ou sous forme d'article, un article
publié par la BBC, qui appuie sur les 6 caractéristiques de la faiblesse du caractère limité du néoconservatisme, à savoir la volonté d'employer rapidement la force militaire. Donc effectivement, cela épuise la force américaine, cela épuise la capacité, l'efficacité américaine lorsque l'on tire, sur le budget militaire et sur la capacité martiale que peuvent avoir donc les armées américaines, que peuvent incarner les armées américaines. Second point, qui selon Jonathan Clark, opposé au néoconservatisme comme nous l'avons dit, et qui lui faisait partie d'un autre think tank, le Carnegie Council for Ethics in International Affairs, dans son article The End of the Neocons, en anglais, donc la fin des néoconservateurs, en interrogeant cela. Donc le deuxième point qu'il développe est le dédain pour les organisations multilatérales, puisque l'auteur Robert, là j'ai un petit trou de mémoire, un tout petit trou de mémoire concernant l'un des auteurs phares, donc qui est Kagan, je crois, de son nom de famille. Petite seconde. Donc Kagan, non, c'est bien, j'avais raison. Robert Kagan. Donc Robert Kagan, et je précise pour ceux qui vont visionner la conférence, que donc cette petite conférence en comité restreint joue sur la discrétion justement des participants, de ceux qui assistent à cette conférence et que l'on n'entend justement pas puisqu'ils se font discrets. De toute façon, le micro est tourné vers moi, donc j'avais bien raison sur Robert Kagan. Donc je n'avais pas de trou de mémoire, mais une simple hésitation. Donc Robert Kagan, qui est le père de l'unilatéralisme américain, très cher si cher aux néoconservateurs, qui considère donc que l'Amérique est la seule capable de régner sur l'échiquier mondial, la seule capable d'influencer, la seule capable d'abattre les dictatures, etc. Donc cette dictature justement démocratique qu'incarnent les parangons du néoconservatisme trouve comme limite celle-ci, le dédain pour les organisations multilatérales. Troisième point, une faible tolérance pour la diplomatie. Effectivement, ils sont connus pour être des va-t-en-guerre et ceux qu'on appelle les faucons, même s'il peut y avoir pleinement des faucons qui ne sont pas néoconservateurs, même qui sont anti-néocons. On se rend compte que dans son développement pratique, au niveau de la praxis politique, le néoconservatisme s'est avéré être violent, s'est avéré être anti-diplomatie. Quatrième point que nous avons évoqué, une focalisation sur la protection d'Israël et donc sur le Moyen-Orient. Donc se focaliser sur le Moyen-Orient, cela provoque des guerres, cela provoque des conflits interminables, comme nous le voyons quotidiennement, qui malheureusement ne trouveront, par définition interminables, ne trouveront de fin que par des accords tels que des accords fantoches tels que ceux de Doha en 2020 entre les États-Unis et les talibans, d'ailleurs que les néoconservateurs ont validé et que les conservateurs classiques de type trumpiste ont rejeté. À savoir que ce sont bien eux, bien sûr, c'est l'administration Trump, via notamment Mike Pompeo, qui pousse à la signature et qui participe à la signature de ces accords avec les forces talibanes, mais le fait que les talibans aient repris l'entièreté du pays et ne se sont pas arrêtés à seulement la lutte contre l'organisation État islamique,
et n'ont pas coupé leurs relations de manière claire, nette et précise avec Al-Qaïda, donc l'organisation internationale djihadiste, les néoconservateurs, eux, ça leur suffisait entre guillemets, mais les conservateurs trumpistes classiques, républicains pour beaucoup, même si on l'a dit, on le redit encore une fois, Reagan était républicain, il est parti du Parti démocrate, il a commencé chez les démocrates, puis s'est radicalisé et a fini à droite. On voit donc justement que le Moyen-Orient et Israël, par essence, sont une obsession pour le néoconservatisme, pour les néoconservateurs. D'ailleurs, la théorie du chaos intérieur de M. Michael Ledeen, également grand ponte de cette idéologie, correspondant au journal The New Republic, lui avait développé cette théorie du chaos intérieur. Donc établir le chaos dans les pays considérés comme ennemis, considérés comme voyous, afin que nous puissions, donc les néoconservateurs, y imposer la démocratie. On a vu avec l'exemple afghan que ceci n'a pas fonctionné après 20 ans de guerre. Donc il ne faut pas penser, il ne faut pas fantasmer sur une toute-puissance supposée du néoconservatisme, bien loin de là. 5e point, donc en tant que limite du néoconservatisme, selon Jonathan Clark, une insistance sur la nécessité pour les États-Unis d'agir de manière unilatérale. Ça, on l'a déjà abordé de manière assez poussée. Enfin, une tendance à percevoir le monde en termes binaires bon-mauvais. C'est là où je voulais en venir, c'est qu'à travers leurs organes de presse, à travers leurs journaux, à travers les think tanks comme l'American Jewish Committee et son journal phare, le The Commentary, qui était le premier en 1976 à publier les écrits de Norman Podhoretz et de Christol également. Ces derniers-là ont une vision donc binaire, manichéenne, dualiste du monde et distribuent les bons points à qui ils le veulent, à qui ils veulent bien le faire. Donc si vous avez une politique d'opposition à l'économie de marché, par exemple, si vous ne voulez pas vous ouvrir à cela, ou que votre régime, quand bien même ce serait une démocratie, est opposé à Israël, on l'a vu justement avec quelqu'un de très virulent en termes de politique intérieure et qui mène ce qu'on pourrait appeler une politique d'un chaos maîtrisé, qui est Duterte. Duterte, le président philippin, ce dernier justement, ça s'illustre de manière assez lâche et pleutre vis-à-vis des États-Unis, qu'il insulte continuellement, dont il insulte le président continuellement, malgré le recul du néoconservatisme sous la présidence Obama, il faut le dire aussi, puisque sa volonté de désengagement militaire timide, qui sera reprise par Trump, qui lui sera détestée, et la journaliste Anne Baum, ou je ne sais plus exactement son patronyme, dira de lui au sujet de Trump, donc, petite parenthèse, que ce dernier est en train de changer le visage de l'Amérique. Nous n'avons jamais vu l'Amérique sous cet angle-là avant ce dernier. Donc, petite précision. Donc, petite précision concernant ce que nous disions précédemment avant d'évoquer Trump et Obama, concernant le soutien à l'unilatéralisme, c'est que avant d'évoluer vers cela, les penseurs, les acteurs politiques de cette idéologie, de ce courant, étaient premièrement en grande partie des trotskistes. Des trotskistes qui ont été donc déçus et qui se sont radicalisés jusqu'à évoluer vers un anticommunisme.
Donc je consulte mes notes concernant la journaliste ayant parlé sur Trump, Anne Applebaum, voilà, figure du néoconservatisme, estimant de le Washington Post que Donald Trump incarnait la fin de l'Occident, pas seulement de l'Amérique, la fin de l'Occident tel qu'on l'a connu. Et c'est une phrase qui a fait beaucoup parler dans les médias et qui a trouvé écho justement, qui trouve son origine justement auprès de cette journaliste. Donc voilà, le néoconservatisme, j'allais dire néoplatonisme, puisque Platon est une des références philosophiques des penseurs néocons. En France, d'ailleurs, nous avons Pierre-André Taguieff qui s'inscrit dans cette logique philosophique. Et en termes de politique, en termes de politique politicienne tout simplement, nous avons Laurent Fabius qui incarne au mieux le néoconservatisme français. On met bien des guillemets puisque il n'y a pas en réalité de néoconservateurs. Bon, on peut citer Glucksmann, on peut citer d'autres qui se sont inscrits dans cette logique-là de refonte du conservatisme et donc d'alignement sur la politique américaine principalement. Mais hormis l'alignement français, donc la perte de souveraineté de la France vis-à-vis des décisions atlantistes, hormis cela, même Emmanuel Macron n'est pas un... Enfin, Emmanuel Macron lui-même, qui participe annuellement à la conférence, donc je ne sais pas exactement quelle est la fréquence, parce qu'il y a des fois, c'est semestriellement que ce genre de conférence a lieu, à l'American Jewish Committee de France, donc branche française ayant son bureau sur Paris, au sein de laquelle Emmanuel Macron donne une allocution. Donc, comme sur ce principe-là de conférences, de mini-conférences privées en comité très restreint, on peut voir que justement, au plus haut niveau de l'appareil étatique français, on a exactement la même chose et des gens qui se réunissent, qui parlent de sujets, qui convoquent des groupes de réflexion, des laboratoires d'idées concernant la politique étrangère. Donc, là où la France est touchée de plein fouet justement par le néoconservatisme, c'est qu'après le général de Gaulle, on a lentement évolué vers un alignement sur la politique américaine, même si avec le dernier président conservateur qui était Jacques Chirac, puisque Nicolas Sarkozy, lui, encore une fois, même si on ne peut pas le définir en tant que tel comme un néoconservateur au sens américain, s'est quand même aligné sur la politique américaine interventionniste, notamment en Afghanistan. Ce qu'on peut dire clairement à ce sujet-là, c'est que les limites de cet interventionnisme et les limites de cette politique ingérante qui se concentre beaucoup plus sur l'étranger que sur le national, que sur le local, est la cause de l'effritement et la cause de la perte de puissance, premièrement des États-Unis, bien loin de cette vision hégémonique justement, puisque les États-Unis n'ont eu de cesse d'échouer lors des conflits sur le terrain conflictuel, au sein des différents théâtres conflictuels dans lesquels les États-Unis se sont engagés. Et également pour la France qui aujourd'hui, via l'opération Barkhane en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali ou en Côte d'Ivoire encore, où on a un Éric Zemmour néoconservateur justement sur les bords bien sûr, donc pourquoi néoconservateur sur les bords? Parce qu'il vise principalement l'islamisme, il vise les mouvements islamistes et défend aussi une certaine légitimité israélienne, même si il se démarque de ses pairs et de ses compères et de ses confrères politiques par le fait de ne pas revendiquer
une idéologie ethno-centrée et politico-religieuse qui est le sionisme. Donc lui considère que le sionisme, au sens du 19e siècle, à savoir rassembler, comme chez Théodore Herzl, rassembler tous les juifs sur la terre sainte, ceci n'est pas du tout son projet. Comme il a pu le dire chez les GGMO, donc Grande Gueule au Moyen-Orient, le pendant de l'émission du même nom sur RMC. Donc cette émission était sur Israël 24. Donc tout ça pour revenir au fait que Nicolas Sarkozy, lui, était le chantre d'un certain conservatisme. On peut voir justement avec des idéologues derrière lui comme cet autre grand penseur, soutien de Nicolas Sarkozy, conseiller de Nicolas Sarkozy, qui dit récemment qu'il préfère, devant la journaliste Malherbe, qu'il préfère Apolline de Malherbe, qu'il préfère une femme portant le foulard, étant intègre sur ses positions, sur sa religiosité, plutôt que une enfant de 7 ans portant un string. Donc, les idéologues qui gravitent, les penseurs qui gravitent autour de Sarkozy, par exemple, ont une vision beaucoup moins anti-islam, donc beaucoup moins néoconservatrice. Mais là où justement Jacques Chirac lui-même incarnait la fin de la tradition conservatrice en tant que telle, c'est que lui s'opposait justement à l'alignement sur la politique étrangère américaine. Donc le fait est que la France se soit affaiblie, le fait est que la France, par le biais justement de son appareil étatique des plus poreux, ce soit installez-vous, poreux, ce soit de cette manière-là ouvert et affaibli, nous font réfléchir, nous font méditer sur la perte de vitesse de la France à l'international. Donc, le néoconservatisme américain, lui, s'est imposé au monde, s'est imposé à toutes les nations. Lorsque l'on regarde par exemple le lobbying, comme nous le disions tout à l'heure, s'inscrivant entre le soft power postmoderne et la métapolitique d'un certain Grachny, on peut voir que justement des nations, des États-nations modernes considérés comme voyous, n'ont pas combattu de manière directe comme l'était la République socialiste arabe de tendance baassiste irakienne, donc de Saddam Hussein, où l'engagement a été direct, l'engagement a été musclé, l'engagement a été militaire. En ce qui concerne l'Iran, un autre adversaire direct des États-Unis et de l'Occident de manière générale, hormis l'Union européenne qui s'est avérée être assez tolérante envers l'Iran, notamment sur le terrain économique, les États-Unis ont pris sous le mandat trumpien la volonté de mettre en place des sanctions des plus nombreuses vis-à-vis de la politique justement étrangère impériale iranienne, puisque l'Iran est à la base d'un certain contexte politique que l'on appelle l'arc chiite, et qui intervient là où l'Iran n'est pas censé intervenir. Donc on a pu voir même le grand moufti, le ayatollah, la grande figure politico-religieuse à la tête du régime des mollahs, être sanctionné par le Trésor public américain. Donc on a pu voir que le néoconservatisme, qui lui est interventionniste, qui lui est frontal, a trouvé dans la personne de Donald Trump un frein. Et à ce moment-là, ce qui aurait pu être pertinent en France, notamment vis-à-vis d'Emmanuel Macron, ça aurait été de profiter de cela pour non pas
tenir un discours hypocrite sur le nécessaire recul du néoconservatisme que prônait Emmanuel Macron en 2017, puis un revirement quasiment à 360 degrés avec l'engagement en Afrique de l'Ouest et la volonté de maintenir l'opération Barkhane, donc successive à l'opération Serval. Donc voilà, tout ceci pour dire que il y a un recul, il y a un véritable recul du rôle que la France a pu occuper, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, suite à la Seconde Guerre mondiale, au sein du contexte de guerre froide initiale, où le général de Gaulle avait pu relever la France, avait pu, avec des alliés assez cohérents, ne pas tomber dans ce piège-là de l'alignement vis-à-vis des États-Unis, l'alignement sur la politique américaine. On ne peut pas dire que le général de Gaulle ait amené la France dans une logique de non-alignement qui était propre aux pays du Sud, qui, à la conférence en 1955, la conférence des non-alignés réunissait en majorité les pays composant donc le Sud économique. Donc on ne peut pas comparer l'incomparable, mais ceci dit, ce que Charles de Gaulle avait fait de remarquable, c'était de faire sortir la France du commandement intégré de l'OTAN. Et malheureusement, sous Sarkozy, la France l'a réintégré, du moins de manière symbolique. Et au niveau de ses actions également, on a pu remarquer que tous les principes de la philosophie politique développée par les père et fils Kristol, donc Irving Kristol et William Kristol, qui étaient opposés à la New Left, donc au relativisme culturel, et qui, eux, prônaient un universalisme culturel, repris ensuite par Norman Podhoretz, donc à travers la revue phare The Commentary, soutenue par l'American Jewish Committee, qui encore une fois sont des individus imposant un certain identitarisme ethnique, de nature ethnique, pour défendre l'État d'Israël et la politique étrangère américaine à partir des années 60 et à partir de 1976 de manière plus concrète. Et là où ça a basculé, c'est sous le mandat de Reagan et sous sa doctrine interventionniste, qui a fait donc que la politique étrangère américaine s'est concentrée sur la défense d'Israël au détriment des nations voisines. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que la critique, l'opposition américaine au néoconservatisme, qui est très timide, puisque les néoconservateurs ont le bras long et qu'ils peuvent mettre sur le terrain, bien sûr, seulement en politique, des pressions énormes, comme à Trump. Trump, clairement, ceux qui ont fait en sorte que Trump ne puisse pas gagner son élection sans rentrer dans la théorie de l'élection truquée, mais ceux qui ont par le biais d'un dumping, non pas social mais électoral, amené à ce que Trump ne puisse pas accéder de nouveau au salon ovale, donc à la Maison Blanche, c'est le fait justement qu'il se soit opposé à eux, et c'est le fait des néoconservateurs. Donc comme nous le citions tout à l'heure, la journaliste je vais retrouver son nom, alors, la journaliste Anne Baum ou quelque chose comme ça, Anne Applebaum, voilà. Donc cette journaliste Anne Applebaum qui disait que Trump incarne la fin de l'Occident tel que nous l'avons connu, alors que justement son conservatisme et sa volonté, même au niveau de la politique intérieure, même au niveau des politiques sociales, celles visant à réintégrer les minorités ethniques dans l'économie nationale, donc qu'ils aient un certain poids, une certaine conséquence, tout ceci, bien sûr, n'intéresse pas les néoconservateurs qui, on le rappelle, ont pour principe de base d'élever l'image des États-Unis dans le monde à l'international et d'empêcher toute critique, de mettre une barrière à toute critique contre
les intérêts américains. Donc on peut citer, à titre d'exemple probant, une liste non exhaustive figures, des figures politiques, mais aussi intellectuelles du néoconservatisme. On peut parler par exemple d'Elliot Abrams, conseiller de George W. Bush pour le Moyen-Orient. Donc nous l'avions dit, George W. Bush est cet adepte de la doctrine wilsonienne, donc qui, elle, comme disait Podhoretz, ne s'inscrit pas dans la logique néoconservatrice, interventionniste, belliciste, mais qui appuie sur une certaine diplomatie, tandis que les néoconservateurs, eux, font fi de toute diplomatie, notamment vis-à-vis des dictatures, notamment sous Reagan, il est bon de le rappeler, et sa doctrine anti-empire du mal concernant l'URSS, contrairement à Henry Kissinger, qui lui était plutôt était plutôt le parangon d'une diplomatie. Donc Elliot Abrams, conseiller de George W. Bush pour le Moyen-Orient. Madeleine Albright, secrétaire d'État sous Bill Clinton. Richard Lee Armitage, assistant du secrétaire d'État des États-Unis de 2001 à 2005. William Bennett, non pas Neftali Bennett, même s'ils sont très proches politiquement. Secrétaire, puisque la défense d'Israël est le fer de lance des néoconservateurs. William Bennett, secrétaire à l'éducation sous Ronald Reagan, dont nous avons parlé encore une fois, qui incarnait, après son passage chez les républicains, donc il est passé des démocrates aux républicains, comme la tradition néoconservatrice l'établit, c'est-à-dire que ce sont des anciens trotskistes qui ont été déçus du communisme et qui se sont ensuite soulevés contre le communisme à partir des années 60, qui n'étaient pas opposés au New Deal du président Roosevelt, qui avait pu répondre de manière assez efficace, même si c'était maigre, au krach boursier de 1929. Donc nous avons justement Ronald Reagan qui est le fils prodigue de cette idéologie des premières décennies et qui lui justement a tout fait pour que l'URSS s'effondre violemment. Alors John R. Bolton, homme politique américain chargé de 2001 à 2005 des questions de désarmement par George W. Bush. George W. Bush, 43e président des États-Unis d'Amérique. Jeb Bush, 43e gouverneur de Floride et candidat républicain aux élections présidentielles de 2016. Ahmed Chalabi, homme politique chiite irakien. Donc également le chiisme politique en Irak et avant cela en Iran à travers la figure du président iranien qui s'appelait Al-Khattabi, qui régnait en 2003, qui a poussé George W. Bush après l'intervention en Afghanistan, à enchaîner sur une intervention contre Saddam Hussein, puisque la première guerre du Golfe, comme nous l'avions aussi, et là je dis que nous l'avions évoqué, mais c'était dans un live précédent, cette fois-ci, à savoir, donc ça c'est pour vous, à savoir que ce président-là, donc iranien, avait pris sa revanche sur la première, on ne peut pas parler d'une défaite, mais d'un casus belli ayant pour conséquence un statu quo, c'est-à-dire le conflit Irak-Iran, la guerre Irak-Iran, donc des années 70, 70, 80. Donc le président iranien qui incarne le chiisme politique, le grand arc chiite politique que Trump justement ne tolérera pas par son soutien notamment à la couronne saoudienne qui représente l'autre puissance au Moyen-Orient, l'autre grand pôle d'influence au Moyen-Orient. On a pu voir donc que ce président avait poussé Bush à intervenir en Irak pour prendre sa revanche contre le quasi-échec, contre le régime baassiste de Saddam Hussein dans les années 80, fin des années 70. Donc, nous parlions de Chalabi. Donc voilà, le chiisme irakien qui s'aligne sur le chiisme iranien. Et là, on parle de politique. Tout comme nous avons parlé précédemment de judaïsme politique, qui est une réelle philosophie sur le plan historique, et qui a évolué aussi avec la dialectique marxiste et avec la vision aussi progressiste de la nouvelle gauche, de la New Left,
justement contre lesquels les acteurs de cet identitarisme politique entre guillemets judéo-centré, puisque c'est encore une fois, et on va lire certains passages de leurs écrits, où c'est clairement il faut défendre Israël coûte que coûte, et puis en s'intéressant tout simplement à des think tanks tels le JINSA, qui est le Jewish Institute, donc Institut juif pour la sécurité nationale américaine, qui est beaucoup plus influent que le simple AIPAC, qui lui établit des relations entre les Israéliens et les Américains. Donc, en ce qui concerne le chiisme irakien, cette petite parenthèse, somme toute longue, est fermée. Donc, Dick Cheney, vice-président républicain des États-Unis entre 2001 et 2009. Liz Cheney, femme politique républicaine, certainement son épouse. Hillary Clinton, candidate démocrate aux élections présidentielles 2016, qui, elle, pourra en Libye en 2011, même si Obama n'était pas partant pour cela, c'est justement Hillary Clinton qui va pousser Obama à intervenir en Libye et qui va mener justement à l'effondrement de l'État libyen et à l'effondrement de la mort du dirigeant libyen, Muammar al-Kadhafi. D'ailleurs, Hillary Clinton dira, en s'inspirant des Romains, Veni Vidi Vici, elle dira donc des Julies, justement de la dynastie des Julies, celui qu'on appelle Julius au singulier, donc les Julies, qui disaient Veni Vini Vici. Elle a dit We came, we saw, he died. Donc elle a reformulé ça en se moquant bien sûr d'un individu qui était mort, quoi que l'on dise de ses idées. Donc on est bien loin de ce modèle-là humaniste américain. Avec les néoconservateurs, on n'a plus du tout l'importance, on ne donne plus cette importance à l'humanité. L'humanisme est mis de côté et sont repris les concepts de base, les principes de base des philosophes humanistes qui considéraient que Dieu n'existant plus, l'homme étant au centre de l'univers, pourquoi donc entre guillemets, se fatiguer à chercher à ce que l'être humain puisse accéder à la dignité. Donc les néoconservateurs ont appliqué les principes de base de l'humanisme révolutionnaire. Donc Dick Cheney, Liz Cheney, Hillary Clinton, Elliot A. Cohen, conseiller de Condoleezza Rice au département d'État des États-Unis entre 2007 et 2009, cofondateur du Project for the New American Century, le PNAC, fameux PNAC, qui est ce laboratoire d'idées, poussant encore une fois les États-Unis à s'engager dans des conflits interminables pour asseoir l'hégémonie américaine. C'est essentiellement de la politique étrangère. Il y a peu de choses qui concernent la politique intérieure, à part le socialisme, reformulé, mis à part aussi un certain libéralisme économique, mais qui est inspiré de John Locke, le grand philosophe John Locke britannique, qui a lui-même inspiré l'écriture, donc la rédaction de la Constitution américaine, et au sujet duquel les néoconservateurs sont aussi assez, somme toute, demeurent assez sceptiques. Et elle est là la complexité de la définition, d'une définition stricte du néoconservatisme. Mais c'est toujours bon de relire, puisque une personne est entrée, venant nous rejoindre, une nouvelle personne entre-temps. Ce que l'on peut dire concernant donc si on veut une définition des plus simples, pour le néoconservatisme, relisons le point de vue de Norman Podhoretz, père fondateur du mouvement. Donc, selon lui, le néoconservatisme se définit par son préfixe néo pour nouveau. Nous étions un groupe relativement petit d'intellectuels affiliés à la gauche qui, à la fin des années 60, a rejoint les rangs conservateurs parce qu'il s'est révolté contre le pourrissement des idées progressistes. Nous avons reconsidéré nos idéaux et avons décidé de nous ancrer quelque part entre le centre et la droite. Pourquoi néo ? Parce que nous représentions la nouveauté pour les conservateurs et parce que nous leur avons apporté de nouvelles idées. L'essence de notre pensée affirmait que l'Amérique incarnait une puissance de bien,
Donc tout à l'heure, on parlait de cette vision binaire, dualiste, manichéenne des néoconservateurs. Donc incarner une puissance de bien dans le monde et qu'elle n'était pas responsable de l'anti-américanisme. Cette haine irrationnelle que notre pays inspirait à l'étranger. Nous défendions les États-Unis contre les critiques émises à gauche et nous soutenions un rôle actif de notre puissance sur les affaires du monde, afin de répandre la liberté et la démocratie partout où cela était possible. Un peu comme George Bush le fera, mais il est quand même rejeté, le George Bush Junior, hein, pas le père. Le père était assez, avait une grande retenue à l'international vis-à-vis des décisions militaristes. Et il dit, voyez-vous, nombre de gens qui ont été appelés néoconservateurs n'ont rien du tout en commun avec nous. Bush, Cheney, Rumsfeld, donc le père de la torture moderne, la torture contemporaine américaine, notamment via Abu Ghraib en Irak et les scandales s'ensuivants. Donc c'est à cause de ça d'ailleurs que Rumsfeld devra démissionner. Et petite anecdote, Rumsfeld, puisque c'est le sujet qui nous concerne tous aujourd'hui, la vaccination, Rumsfeld fait partie des cofondateurs de Pfizer. On comprend mieux pourquoi cette entreprise, cette transnationale, est épinglée pour charlatanisme depuis des décennies, enfin depuis au moins 2 décennies. Donc Rumsfeld était un conservateur, tous ces gens-là étaient des conservateurs et le sont restés toute leur vie. Donc là, selon l'inspirateur, il n'était pas assez néo, il n'était pas assez dans le rejet du relativisme culturel et du libéralisme et du libertarianisme aussi, classique. Donc ils le sont restés toute leur vie. De même, la seconde génération, Bill Kristol, mon fils John Podhoretz, David Brooks, David Frum, donc c'est une grande famille politique, n'ont jamais appartenu à la gauche avant de passer à droite. Donc lui, il dit que lui, il a opéré ce changement, ainsi que le père Kristol, mais pas le père et le fils, mais pas le petit-fils, donc Bill Kristol. David Brooks, David Frum n'ont jamais appartenu à la gauche avant de passer à droite. Ils sont restés dans le même camp toute leur vie. Aussi ne répondent-ils pas à la définition stricto sensu de néoconservateur. Donc ce sont des propos qui ont été rassemblés, enfin qui ont été déclarés. Enfin, il a tenu ces propos qui ont été tenus, durant un entretien datant de 2008. Donc voilà, ce qui est important, et à la lumière de ce que nous avons dit, de ce que nous avons lu, à la lumière de la lecture que nous avons tenue aujourd'hui, important de voir comment la France, justement, se positionne vis-à-vis de tout cela. Et on a pu voir à travers la personne de Laurent Fabius, précisément, et donc de penseurs tels que Arnaud Glucksmann, Jean-Marc Ayrault, André Glucksmann, pardon, Jean-Marc Ayrault, en ce qui concerne l'exécutif, comme Laurent Fabius, sont des personnes qui, en plus d'adhérer aux idéaux, les ont mis en application en Libye, en Syrie, au Mali et sur d'autres terrains. Et à chaque fois que le néoconservatisme, malgré la critique d'Emmanuel Macron datant de 2017, appelant au recul du néoconservatisme, malgré le fait qu'un conflit soit entre guillemets soit fini, soit conclu après son ancrage territorial, les conséquences, les séquelles laissées par une telle entreprise et par une telle idéologie sont quasi insoignables. On ne peut pas y remédier, c'est irrémédiable. Donc pendant un siècle, l'Irak va devoir souffrir de ce qu'il a subi, comme l'Allemagne a souffert de ce qu'elle a subi sous le nazisme, sous la poussée fasciste et sous la guerre coalisée que l'Allemagne a subie, elle et son peuple, au-delà du régime national socialiste, puisque ce sont les Allemands qui ont de nouveau dû connaître une crise des plus dures après la crise enfantée, engendrée par le traité de Versailles, donc en 1918. Malheureusement, l'Allemagne a de nouveau souffert après la Seconde Guerre mondiale. Et tout ça à cause d'une mauvaise gestion, encore une fois, de l'interventionnisme.
c'est effectivement les régimes locaux, dictatoriaux. Bon, déjà, si on les laisse tranquilles, si on ne se mêle pas de leurs affaires, et qu'on les conseille seulement, et vice-versa, lorsque les Saoudiens conseillent les Occidentaux ou les Qataris et font du soft power arabo-islamique, il y a une levée de bouclier en Europe qui peut être légitime, mais dans ce cas-là, il ne faut pas faire la même chose, enfin en Occident de manière générale, plus globale, il ne faut pas faire la même chose de l'autre côté. Et c'est pour ça que, contrairement à l'eurasisme de Poutine, le néoconservatisme américain, donc l'atlantisme couplé au sionisme israélien, a ça de particulier que, clairement, les auteurs, donc les penseurs de ce mouvement disent que la souveraineté américaine est la seule qui a son importance. La toute-puissance américaine est la seule qui doit être défendue, et tous les efforts de toute la communauté internationale, de l'ensemble de la communauté internationale, doivent, comme Richard Perle le dit justement, ancien conseiller de Benjamin Netanyahou, néoconservateur américain, qui disait clairement que tous les efforts doivent être tournés vers l'Amérique, qui est la seule superpuissance au monde, l'unique superpuissance au monde. Et c'est vrai que sur le plan stratégique, c'est l'unique superpuissance, mais la seule puissance capable d'amener la paix dans le monde. Donc la paix dans le monde par le biais, bien sûr, d'un militarisme, et en face de moi, on fait la moue, parce que justement, c'est très... c'est antinomique en réalité. Donc par le militarisme, on amène la paix. Effectivement, la paix nécessite une force militaire, une capacité militaire pour répondre à des menaces, mais une ingérence de ce type-là n'amènera jamais la paix et ne fera que nourrir les extrêmes de part et d'autre. Donc voilà, on a fait une intervention assez riche concernant cela. Ce que l'on peut dire encore une fois, c'est que malheureusement, donc, le néoconservatisme a toujours en France, enfin dans le monde entier, comme nous l'avons dit, et puis en France, une certaine empreinte. Donc André Glucksmann, Romain Goupil, Michel Taubman, Yves Roucaute, tous ces auteurs, tous ces écrivains qui sont fascinés par justement pas ce totalitarisme, puisque ça c'est... Oui, c'est un totalitarisme, l'impérialisme américain, mais par ce sacro-saint libéralisme nouvellement désigné, donc qui est le néoconservatisme. Donc voilà, une intervention des plus riches, et je souhaite que par la suite, vous serez là, hein, avec plaisir, ainsi que les autres. Ça me fait un peu mal. Oui, non, mais c'est pas... Oui, oui, oui. Mais comment ça se fait que Ah, bah parce que c'est l'horaire en même temps qui fait ça. C'est l'heure, mais on réaménagera ça de manière plus... vous pourrez aller justement, leur témoigner de l'efficacité de cette intervention. Sur ce, bon visionnage à vous, bonne écoute, et nous nous disons à bientôt.